Je m'appelle Camille et j'y ai 28 ans. Je me souviens encore exactement de l'odeur de la maison de ma grand-mère. Du savon à la lavande et du vieux bois. Le genre des odeurs qui signifiait la sécurité quand rien des autres ne l'était. Madeleine avait 79 ans, elle l'esprit vif, et avait passé des décennies à économiser discrètement chaque euro qu'elle gagnait en tant que couturière. Elle ne s'achetait jamais rien d'extravagant. Elle conduisait la même Peugeot 206 de 2003 jusqu'à ce qu'elle ait du mal à démarrer. Elle découpait les bons de réduction des supermarchés chaque dimanche matin. Cette femme avait la discipline gravée dans les os. Alors, quand j'y ai remarqué, lors d'une visite de routine au printemps il y a 2 ans, que le solde de son compte d'épargne sur le relevé posé sur le comptoir de sa cuisine affichait 10 000 euros, alors que je savais pertinemment qu'elle avait économisé bien plus de 300 000 euros, j'y ai eu l'impression que mon estomac tombait au fond de mes chaussures. Je n'ai pas paniqué immédiatement. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Peut-être qu'elle avait déplacé des fonds. Peut-être qu'elle avait ouvert un nouveau compte. Je lui ai souri de l'autre côté de la table, je lui ai servi son thé et j'y ai gardé une voix stable, mais mes mains tremblaient sous la nappe. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir ce soir-là et j'y ai conduit jusqu'à chez moi, la mâchoire serrée. Au moment où je suis entré dans mon appartement, je me suis assise sur le carrelage de la salle de bain et je suis resté là, en silence, pendant 20 minutes, à essayer de digérer ce que j'y avais vu. J'y ai commencé à creuser prudemment. Je ne suis pas experte comptable, mais je suis organisé et je fais attention aux détails. Au cours des 3 semaines suivantes, j'y ai rassemblé toutes les informations financières auxquelles je pouvais accéder. Des anciens relevés que grand-mère Madeleine m'avait montrés auparavant, des documents qu'elle gardait dans un classeur vers qu'elle me confiait pour l'aider à trier, des conversations dont je me souvenais et que j'y avais notées. L'image qui s'est formée était horrifiante. Sur 4 ans, près de 320 000 euros avaient été systématiquement siphonnés des comptes de ma grand-mère par une combinaison de virements bancaires, de manipulation de procuration sur les comptes joints et de fausses signatures des autorisations. Et chaque virement remontait dans une seule direction, mes parents. Mon père et ma mère avaient convaincu grand-mère Madeleine, dans ces moments de plus grande confiance, d'ajouter ma mère sur ses comptes avec une procuration, soi-disant juste pour l'aider à gérer les choses. Ce qu'ils ont réellement fait de cet accès, c'est financer le train de vie de ma petite sœur Chloé, et sa boutique de créateurs qui n'arrêtait pas de faire faillite. Son appartement de standing à Cannes, son SUV de luxe, ses 2 voyages à l'île Maurice, et la rénovation complète avec une cuisine flambant neuve dans un appartement qu'elle n'avait pas les moyens de se payer. Chloé était la préférée de mes parents, et ça n'avait jamais été un secret. En grandissant, j'y étais la fille responsable, la silencieuse, celle qui se débrouillait toute seule. Chloé était celle qui devait être sauvée encore et encore. Mais ça, ce n'était pas un sauvetage. C'était le vol d'une femme vulnérable de 79 ans qui avait confié les économies de toute sa vie à sa propre fille. Je savais qu'il me rejetterait si je les confrontais directement. Il trouvait toujours le moyen de tout déformer pour me faire passer pour la fille difficile, jalouse et dramatique. Alors, je suis restée silencieuse. J'y ai continué à rendre visite à ma grand-mère comme si de rien n'était. J'y ai continué à me présenter au repas du dimanche midi en famille comme si rien n'avait changé. Je souriais à ma mère de l'autre côté de la table pendant qu'elle parlait de la nouvelle stratégie marketing de Chloé. Et je hochais la tête vers mon père pendant qu'il servait du Bordeaux et riait de ses propres blagues. Et pendant tout ce temps, j'y enregistrais. J'y avais fait mes recherches. Je savais qu'en France, bien que ce soit délicat, des enregistrements réalisés à l'insu des personnes peuvent être acceptés par un juge pénal pour prouver une infraction grave comme l'abus de faiblesse. Chaque appel téléphonique où mes parents faisaient référence au virement ou au compte de Madeleine, je l'enregistrais. Chaque conversation où ma mère mentionnait avec désinvolture avoir emprunté à la réserve de grand-mère, je l'enregistrais. J'y ai monté un dossier qui s'épaississait de semaine en semaine. Je n'allais pas les confronter. J'y allais les enterrer sous leurs propres mots. J'y ai fait 10 heures de vol pour me rendre à Saint-Barthélemy quand j'y ai découvert qu'ils y célébraient tous les fiançailles de Chloé, sachant qu'ils essaieraient de me refouler lors du mariage. À l'hôtel, mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'entreras pas dans cette église ». J'y ai souri. « Je sais », lui ai-je dit doucement. « Je ne suis pas ici pour le mariage. » L'expression sur le visage de mon père dans le hall de cet hôtel m'a accompagné pendant tout le vol de retour vers la métropole. Il pensait que j'y étais venu faire une scène, pleurer, supplier pour être intégré comme je le faisais quand j'y étais enfant lorsqu'il choisissait Chloé au lieu de moi à chaque fois. Il ne comprenait pas que j'y avais passé 14 mois à devenir quelque chose de complètement différent,
patiente, précise, et que J en avait fini d'être invisible. Je n'avais pas volé jusqu'à Saint-Barthélemy pour gâcher un mariage. J'y étais allé parce que J avait besoin qu'il voie mon visage une dernière fois avant que tout ne change. J'y avais besoin qu'ils se souviennent que je m'étais tenu juste devant eux, et qu'il m'avait quand même complètement sous-estimé. Dès mon retour chez moi, j'y ai passé le coup de fil. J'y étais déjà en contact depuis 6 semaines avec une avocate spécialisée dans la protection des majeurs vulnérables et elle avait examiné tout ce que j'y avais compilé. Les relevés de compte, les historiques de virements, les fausses signatures, et surtout, 17 appels téléphoniques enregistrés dans lesquels ma mère parlait avec désinvolture de déplacer l'argent des comptes de grand-mère Madeleine comme s'il s'agissait de faire les courses au supermarché. Mon avocate m'a dit que les enregistrements à eux seuls suffisaient à déclencher une enquête pénale sérieuse. Elle a fait un signalement direct au procureur, et en moins de 48 heures, le dossier était officiellement transmis à la brigade financière de la police judiciaire. J'y ai remis chaque document, chaque enregistrement, chaque note que j'y avais écrite avec les dates et les détails. Je suis sorti de ce bureau en me sentant à la fois vide et pleine de certitude. Grand-mère Madeleine ne savait pas encore que tout cela se passait. C'était la partie la plus difficile. Je lui rendais visite chaque semaine, je m'asseyais avec elle et je l'écoutais parler de ma mère comme si elle était toujours la fille dévouée qui voulait juste l'aider. L'esprit de Madeleine était toujours vif, mais sa confiance était absolue. Et cette confiance avait été utilisée comme une arme contre elle. Je lui tenais la main, je l'écoutais et je lui disais qu'elle était aimée parce que c'était le cas et parce que je ne pouvais pas encore lui dire toute la vérité sans risquer qu'elle en parle à mes parents avant que l'enquête ne soit bouclée. Garder ce secret pour moi a été le fardeau le plus lourd que j'y ai jamais eu à porter. 3 mois après mon signalement, des enquêteurs ont débarqué à la porte de mes parents un mardi matin. Ma mère m'a appelé 20 minutes plus tard en hurlant. Elle a dit que J avait détruit la famille. Elle a dit que J était jalouse de Chloé. Elle a dit tout ce qu'elle disait toujours quand elle avait besoin de me faire sentir que J était le problème. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas haussé le ton une seule fois. Quand elle s'est enfin arrêtée, je lui ai dit calmement que J espérait qu'elle et mon père avaient un bon avocat et J ai raccroché. C'est la dernière conversation que nous ayons eue. Mes parents ont été officiellement mis en examen pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables et escroquerie. Chloé, après ses propres auditions avec les inspecteurs, a été reconnue comme ayant sciemment recelé des fonds dont elle savait qu'ils n'étaient pas légitimement disponibles. La procédure judiciaire est toujours en cours, mais des démarches de saisie et de recouvrement des avoirs ont déjà commencé au nom de grand-mère Madeleine. Quand je me suis enfin assise avec Madeleine et que je lui ai tout raconté, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a pris mes 2 mains dans les siennes et a dit qu'elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle n'arrivait pas à y croire. Elle a pleuré, j'y ai pleuré. Nous sommes restés assis ensemble dans sa cuisine qui sentait la lavande pendant 2 heures et nous n'avons pas eu besoin de dire grand-chose après ça. Maman m'a envoyé un SMS une semaine après que les poursuites ont été rendues publiques. Juste quelques mots. Que est-ce que tu as fait à Saint-Barth? Je l'ai lu une fois, j'y ai posé mon téléphone face contre le comptoir et je suis retourné préparer le dîner. Elle ne comprend toujours pas tout à fait que Saint-Barthélemy n'a jamais été le moment clé. Le moment s'était construit pendant 14 mois en silence, une conversation enregistrée à la fois. Je ne partage pas cette histoire pour attirer la sympathie. Je la partage parce que l'abus financier envers les personnes âgées se produit au sein des familles tous les jours. Et les personnes les plus proches de la victime sont souvent celles qui sont le moins prêtes à agir. Moi, j'y ai agi. Grand-mère Madeleine méritait quelqu'un qui le fasse.